Bienvenue à Grand Reportage. Le 24 octobre 1929 est passé à l'histoire sous le nom de Jeudi noir. Ce jour-là, en effet, la bourse de New York s'est effondrée, entraînant avec elle la chute des autres bourses du monde. Et si aujourd'hui on est tenté de comparer la crise économique mondiale actuelle avec celle du siècle dernier, le point commun réside sans doute dans l'euphorie des marchés avant la crise. En effet, c'était l'euphorie généralisée qui dominait à cette époque, une période de prospérité inégalée d'ailleurs, surtout aux États-Unis. Mais de l'accès facile au crédit à bon marché et des spéculations imprudentes allait naître le grand krach. En 1929, des années de prospérité continue s'achèvent en catastrophe. On assiste au plus grand effondrement que la bourse n'a jamais connu. Des investisseurs novices avaient emprunté d'énormes sommes d'argent pour spéculer à la bourse. La bourse s'est écroulée très brusquement et bien des gens ont tout perdu. C'était vraiment difficile. Plus tard, des milliers de banques ont fait faillite. Des millions de gens furent ruinés. Le crash a été suivi d'une dépression qui s'est étendue au monde entier, qui a duré 10 ans et qui fut le prélude à la guerre. Voici l'histoire d'un désastre financier qu'on espérait ne jamais revivre. Le mercredi 23 octobre 1929, sans crier gare, le prix des actions à la bourse de New York s'effondre. Les investisseurs sont sidérés. Depuis 5 ans, le marché n'avait connu que des hausses. En l'espace d'1 heure, le nombre ahurissant de 2,5 millions d'actions sont vendues. Le lendemain, la dégringolade se poursuit. À mesure que les gens se présentaient pour négocier des actions le 24 octobre, on avait le sentiment que quelque chose clochait. Tout à coup, il n'y avait plus d'acheteurs. Les gens voulaient vendre, mais il n'y avait pas d'acheteurs pour leurs actions. Et les prix se sont mis à tomber de 2, 4, 10 $ l'action. C'était passablement terrifiant. Les gens étaient sidérés et terrifiés par ce qui se passait. Des milliers de gens ont commencé à se rassembler à l'extérieur de la bourse. 10 000 personnes qui remplissaient les rues depuis Broadway jusqu'à l'East River. Très peu de gens dans cette foule mesuraient l'ampleur du désastre qui allait se produire. Pas plus qu'ils ne pouvaient imaginer que durant les 5 jours suivants, une catastrophe financière allait saper les fondations mêmes de la prospérité de l'Amérique. Mais pour comprendre comment ce crash est arrivé, il nous faut revenir 10 ans en arrière, à une époque où la confiance des Américains avait atteint un tel niveau qu'il semblait bien que cet âge d'or durait éternellement. En 1919, les États-Unis sont sortis vainqueurs de la Première Guerre mondiale. L'optimisme est palpable. La guerre a financièrement saigné la Grande-Bretagne et ses alliés européens, mais l'économie américaine est florissante. Partout dans le monde, on danse sur les grands succès américains. Dans les années 20, la vie quotidienne s'améliore grâce à l'électrification qui a transformé l'Amérique. Les villes se branchent au réseau. De nouvelles technologies comme l'avion et la radio font leur apparition. Des produits jadis de luxe sont désormais d'usage commun. L'industrie automobile est en plein essor, alors que les gens affluent pour s'acheter une nouvelle Ford ou une Chrysler. Une ère de prospérité sans fin semble avoir débuté. C'est l'épanouissement d'une culture de consommation de masse qui atteint des sommets jamais vus. On a également instauré le paiement par versement pour encourager les gens à faire de gros achats en les payant à crédit. Ce type de consommation à crédit est une autre innovation des années 20. Pour la première fois, la pratique d'acheter maintenant et payer plus tard commence à s'imposer. Une sorte de culture ludique se développe en parallèle de ce consumérisme qui encourage la gratification instantanée en disant « C'est le moment présent qui compte, ne vous en faites pas pour demain, vivons le moment présent ».
C'était une toute nouvelle idéologie qui annonçait une nouvelle ère économique où chaque Américain avait le droit inné de devenir riche. Avec une facilité de crédit et un plus grand pouvoir d'achat, les Américains cherchent désormais de nouvelles façons de s'enrichir encore davantage. Pour rembourser ses dettes de guerre après la Première Guerre mondiale, le gouvernement des États-Unis a mis en vente des obligations qu'on appelle les Liberty Bonds. C'était une façon d'emprunter l'argent des citoyens qui, en retour, recevaient des intérêts sur la valeur de ces obligations. On avait fait appel à des célébrités comme Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks pour en faire la promotion lors de grands rassemblements. Les Liberty Bonds ont permis à beaucoup de gens d'investir pour la première fois dans des valeurs mobilières. Pour la première fois de leur vie, ils recevaient des intérêts aux 6 mois. Et comme ces titres étaient transigés sur les marchés, ils pouvaient consulter les journaux quotidiennement pour connaître la valeur de leurs obligations. Une autre catégorie de gens a pensé tirer profit de cette nouvelle culture d'investissement. Ce sont les banquiers de Wall Street. Durant des années, Wall Street, le centre de la finance en Amérique, n'avait regroupé qu'un petit groupe élitaire de banquiers qui faisaient affaire entre eux, en vase clos, à l'écart du public. Mais l'un d'eux a alors vu l'occasion de transformer le monde des finances. Charles Mitchell, le président de la National City Bank, avait découvert un créneau boursier potentiellement lucratif. Mitchell avait constaté que les gens avaient acheté beaucoup d'obligations du gouvernement pendant la Première Guerre mondiale. Il s'est alors dit, voilà de nouveaux investisseurs, tout ce qu'il faut faire, c'est de leur proposer de nouveaux produits, comme des obligations d'entreprise ou des actions ordinaires, et de simplement leur dire que ces investissements sont de qualité. Charles Mitchell était un vendeur né plein d'ambition. Si les gens étaient prêts à acheter des obligations du gouvernement, sûrement qu'ils seraient tentés d'acheter des actions de compagnies privées cotées à la bourse de New York. Parce qu'en plus, ils en tiraient eux-mêmes des profits. Peu à peu, des gens qui n'avaient jamais rêvé d'investir à la bourse achetaient maintenant des actions et ne voyaient plus ça comme un danger. Historiquement, les actions étaient considérées beaucoup trop risquées pour les gens ordinaires. Mais dans les années 20, les gens avaient non seulement le sentiment qu'investir à la bourse était sécuritaire, mais que c'était raisonnable et respectable. L'idée fait boule de neige. Et pour exploiter ce nouveau marché lucratif, Charles Mitchell ouvre des bureaux de courtage partout à travers le pays. Ainsi, les gens qui ont les moyens d'investir, mais qui manquent d'expérience, peuvent désormais spéculer en bourse. Tout cela est rendu possible grâce à la technologie. La plus récente cote des actions affichées à Wall Street peut être imprimée en un clin d'œil à travers l'Amérique sur un téléimprimeur. On pouvait trouver des téléimprimeurs dans les boîtes de nuit, dans les gares, les salons de beauté, sur les paquebots. La bourse était devenue omniprésente dans la culture du jeu des années 20 en Amérique. On spéculait frénétiquement sur toutes sortes de titres, sur des actions de compagnies de films, en aéronautique, dans l'industrie automobile. L'un des titres les plus courus des années 20 était la Radio Corporation of America. C'était un succès comme Google aujourd'hui. Ils prétendaient qu'ils pouvaient installer des radios dans les voitures. Imaginez. Le jeune acteur comique Groucho Marx avait investi toutes ses économies à la bourse. Et il était tellement satisfait des profits réalisés sur papier qu'il convaincra ses frères d'investir eux aussi. Quelle raquette facile. Les actions de RCA ont grimpé de 7 points depuis ce matin. Je viens de faire 7 000 $. Les vedettes n'étaient pas les seuls à devenir spéculateurs. Les grands spéculateurs de Wall Street devenaient eux-mêmes des vedettes. Ils projetaient l'image d'entrepreneurs créatifs qui amenaient la richesse à l'Amérique. Joseph Kennedy, le père du futur président Kennedy, faisait partie de cette nouvelle race de superstars de la finance.
Les gens étaient fascinés parce que certains de ces hommes, comme Joseph Kennedy, étaient des gens ordinaires. Ils étaient partis de rien et leur succès rapide à la bourse servait d'inspiration aux communs des mortels qui se disaient que ça pouvait peut-être leur arriver un jour. On disait alors que n'importe qui, du portier au barbier, pouvait s'enrichir à la bourse. Pat Bologna, un cireur de chaussures sur Wall Street, faisait partie de ces gens qui ont vraiment cru qu'on pouvait passer d'un seul coup de la misère à la richesse. Tout le monde allait faire fortune. Si vous viviez à New York, la bourse était maître après Dieu. Mon père avait 17 ou 18 ans. Tous les jours, il cirait les souliers des Américains les plus puissants, des gens comme Joseph Kennedy, des administrateurs comme Charles Mitchell. En discutant avec eux, il est devenu en quelque sorte un expert sur des sujets comme la Réserve fédérale et d'autres sujets tout aussi étonnants pour un simple cireur de souliers. Mais il parlait avec les plus grands cerveaux de Wall Street tous les jours, du matin au soir. Alors mon père a commencé à investir à la bourse. On a grandi avec la bourse chez nous. On en parlait au déjeuner, on en parlait au souper lorsqu'il revenait. La bourse était reine partout. Durant les années 20, les petits investisseurs croyaient tellement au marché haussier qu'ils empruntaient des sommes toujours plus importantes pour spéculer sur les actions dont la valeur grimpait. Cette technique boursière s'appelle l'achat sur marge, c'est-à-dire que l'investisseur n'a qu'une partie de l'argent déboursé, tandis que son courtier fournit le reste. La culture d'acheter maintenant, payer plus tard, s'était répandue jusqu'à la bourse. À la fin des années 20, 90% du prix d'achat des actions était payé avec de l'argent emprunté. Il n'y avait pas de règles et les gens empruntaient des sommes gigantesques pour acheter des actions. Vous pouviez acheter pour 100 $ d'actions avec 25 $. Votre maison de courtage vous avançait les 75 $ restants. Vers la fin des années 20, tout semblait vouloir monter à l'infini. Votre investissement de 25 $ pouvait valoir tout à coup 200 ou 300 $. Une grande partie de l'économie américaine était désormais basée sur les emprunts accordés pour investir à la bourse. Près de 40 cents de chaque dollar prêté allait à la bourse. Cet énorme afflux d'argent emprunté et investi à la bourse crée alors une demande grandissante pour les actions. En 1928, le marché grimpe de près de 50% en 12 mois à peine. Et à mesure que les actions montent, de plus en plus d'investisseurs empruntent de l'argent pour prendre part à la fête. Les années 20 ont été cruciales pour les femmes. Elles se sont vraiment affranchies, elles ont commencé à gérer leur propre argent. Et le nombre de femmes qui fréquentaient l'université fracassait les records. Elles ont aussi commencé à s'intéresser à la bourse. C'était un moyen pour elles de bâtir leur propre fortune. L'une de ces femmes investisseurs était une photographe avant-gardiste de New York nommée Alice Austin. Elle habitait Staten Island, sur l'autre rive, juste en face de Wall Street. Elle était intelligente et aventurière. À l'âge de 11 ans, elle a reçu en cadeau un appareil photo, une toute nouvelle invention à l'époque. Elle a tout de suite plongé dans cet univers. Au fil des ans, elle a pris près de 8000 négatifs sur plaque de verre, ce qui fait d'elle l'une des premières et des plus prolifiques photographes. Grâce à l'héritage de son grand-père, Alice menait une vie enviable. Mais sa fortune ayant diminué durant les années 20, elle va se laisser attirer par la promesse de gains rapides à Wall Street. Si cette orgie de spéculation non réglementée continue de s'étendre, une dégringolade fatale créera une dépression qui touchera tout le pays. Tout au long des années 20, la bourse ne cesse de monter et le Parti républicain se maintient au pouvoir grâce à la prospérité croissante des États-Unis. Calvin Coolidge devient président en 1923. Étant lui-même un investisseur, il reste silencieux devant la frénésie spéculative qui s'est emparée de Wall Street. C'était une période florissante. Les affaires rapportaient, la bourse rapportait. Les politiciens se disaient « Tout va bien, l'économie roule. Le marché sait ce qu'il fait et fonctionne très bien. Le gouvernement doit lui laisser le champ libre. » Le gouvernement Coolidge avait développé des liens étroits avec les initiés de Wall Street, l'élite de la haute finance. Grâce à leur richesse et à leurs contacts, ils exerçaient une très grande influence sur les politiques gouvernementales en matière de finances. C'était de petits partenariats entre gens d'élite. Ils représentaient vraiment l'aristocratie de Wall Street.
Tout se faisait discrètement, sans faire de vagues. La plus prestigieuse de ces maisons d'élite était la banque JP Morgan. Stratégiquement située juste en face de la bourse, elle va jouer un rôle clé dans les événements à venir. L'un des principaux associés de la JP Morgan, Thomas Lamont, était l'homme le plus puissant de Wall Street. Son influence s'étendait bien au-delà de New York. Lamont et les autres associés de la JP Morgan étaient depuis longtemps des habitués de la Maison-Blanche. Sous le leadership de Thomas Lamont, la JP Morgan va échapper aux pires excès de la bourse. Mais les liens privilégiés entre l'élite des banquiers et les politiciens vont aider à garder la réglementation gouvernementale au minimum sur Wall Street. Si les petits spéculateurs salivaient devant la hausse spectaculaire de leurs investissements, ils ignoraient tout du réel fonctionnement de la bourse. Avec si peu de supervision gouvernementale, la bourse faisait ses propres lois et les transactions d'initiés étaient monnaie courante. Il y avait beaucoup de manipulations boursières. Et les informations n'étaient pas divulguées à grande échelle. C'était peut-être acceptable lorsque la bourse était un cercle fermé, mais quand les gens ordinaires se sont mis à y investir leurs économies, là, ce n'était plus la même chose. Dans les années 20, la bourse n'était ni honnête ni démocratique. C'était un immense casino manipulé par des spéculateurs professionnels. Les petits investisseurs qui misent alors toutes leurs économies ne réalisent pas que les probabilités jouent contre eux. Des hommes comme Joseph Kennedy n'avaient pas fait fortune en choisissant simplement les bonnes actions. La vérité, c'est qu'ils avaient profité de la naïveté et de la crédulité des nouveaux venus. Une bande de spéculateurs sans scrupules pouvait se réunir et décider de manière concertée mais discrète d'acheter massivement une action en particulier. Ils ameutaient le marché sur une action en particulier, l'achetaient massivement pour faire monter son prix et la revendaient aussitôt en prenant leur profit, tandis que l'investisseur non averti qui en avait acheté devait absorber la perte. Même des maisons de courtage réputées participaient à ce type de manipulation boursière. En mars 1929, un nouveau président républicain, Herbert Hoover, entre à la Maison-Blanche. Lors de son discours inaugural, il rassure les Américains. Nous avons atteint le plus haut degré de confort et de sécurité de l'histoire de l'humanité. Mais en coulisses, il se montre beaucoup moins confiant. En fait, Hoover est méfiant face à ce qui se passe à Wall Street. Mais il n'a pas le courage politique de ses convictions et lorsqu'il devient président, il ne fait rien pour freiner la fièvre de la spéculation à la bourse. Il ne fait rien pour convaincre la Réserve fédérale ou le secrétariat au Trésor de réglementer la spéculation sur marge à la bourse. En privé, le président Hoover parle d'une orgie spéculative. Mais comme Calvin Coolidge, son prédécesseur, il n'a aucune envie de réglementer le marché. Pourtant, Hoover n'était pas le seul à craindre l'éclatement imminent de la bulle boursière. Quelques jours après son discours d'investiture, Paul Warburg, un banquier éminent et respecté, brise les rangs des bons de Wall Street pour émettre un sérieux avertissement. Si cette orgie de spéculation non réglementée continue de s'étendre, une dégringolade fatale créera une dépression qui touchera tout le pays. Mon arrière-grand-père a sonné l'alarme en mars 1929. Il a vraiment parlé de dépression. Mais on l'a fait taire. On ne l'a pas écouté. Il était perçu comme un trouble-fête par ceux qui disaient que tout allait bien. Tout le monde s'enrichissait et faisait la fête. Lorsque le marché est en hausse, celui qui se risque à parler de surévaluation est mieux de faire attention parce qu'il va se retrouver isolé. La prédiction de Paul Warburg ne sera pas prise au sérieux. De mai à septembre 1929, 60 nouvelles compagnies s'inscrivent à la bourse de New York et font gonfler la bulle financière en ajoutant plus de 100 millions d'actions au marché.
Chaque fois qu'on est devant ce genre de bulle, c'est le même scénario. Les gens disent, cette fois c'est différent. L'univers financier a changé. Un jour, Groucho Marx avait rencontré son courtier et lui avait dit, je ne comprends pas comment ces actions peuvent monter sans arrêt. Son courtier lui avait répondu, nous sommes à l'ère de l'économie globale. Ça, c'était en 1928. Il me semble que j'ai entendu ça depuis. Quelques spéculateurs professionnels s'inquiètent de la surchauffe de la bourse. Les plus astucieux d'entre eux vont se retirer durant l'été. Un jour, Joseph Kennedy, c'est du moins ce qu'il va plus tard affirmer, s'est dit « Si un cireur de souliers en sait autant que moi sur la bourse, peut-être qu'il est temps que je retire mes billes. » Au mois de septembre, le marché devient de plus en plus volatile. En privé, le malaise du président Hoover augmente. Herbert Hoover avait tâté le pouls de ses amis de Wall Street, leur demandant s'il y avait lieu pour lui d'être inquiet. Il a reçu finalement un mémo de Thomas Lamont, l'un des principaux associés chez JP Morgan. Dans sa lettre, mon grand-père disait que le marché se redresserait de lui-même et qu'il ne voyait pas de raison pour que le gouvernement intervienne dans le marché. Cinq jours plus tard, Wall Street s'effondrait. Personne ne sait ce qui a déclenché la perte de confiance subite peu avant la clôture du mercredi 23 octobre. Mais une heure avant la fermeture, une chute brutale des actions dans le secteur automobile provoque une vague de transactions frénétiques. Des millions d'actions sont soudainement vendues. Le lendemain, le grand crash de 1929 commençait. On situe le début du crash au jeudi noir du 24 octobre. On assistait à des baisses énormes et bien des gens avaient peur. Une foule énorme s'était réunie, des visages longs, des regards vides, des hommes qui venaient de tout perdre. Les autorités de la ville étaient si inquiètes qu'on a dépêché 400 policiers à cheval, de crainte que la bourse soit victime d'un genre de prise de la Bastille. Ils croyaient au capitalisme pur et dur. Et ils n'ont pratiquement rien fait pour atténuer le crash. Un touriste britannique était là aussi ce jour-là. C'était Winston Churchill. Il avait investi une bonne partie de sa fortune personnelle à la bourse et avait décidé de venir y voir de plus près. Je marchais sur Wall Street au beau milieu de la panique générale. Un homme qui m'avait reconnu m'a invité à me rendre sur la galerie de la bourse. Je m'attendais à un chahut monstre, mais étonnamment, le spectacle qui se déroulait sous mes yeux était calme et ordonné. Les 1200 membres de la bourse allaient et venaient sur le parquet comme une colonie de fourmis déboussolées dans un film au ralenti. Ils s'échangeaient d'énormes blocs d'actions au tiers de leur valeur passée. Winston Churchill perdra une fortune dans le crash ce jour-là. Dehors, la foule continuait d'attendre les nouvelles. Les rumeurs alimentaient la panique grandissante. Dès qu'un crash est amorcé, tout devient une question de confiance. Lorsque vous perdez confiance dans l'économie et dans le système financier, tout dégringole, les bons et les mauvais titres. Et les bonzes de la finance ont fort à faire pour restaurer la confiance et convaincre les gens que l'économie et la bourse sont solides. Les banquiers savaient qu'ils devaient agir pour éviter l'effondrement total. Un journaliste du Times suivait de près le déroulement des événements. La foule se faisait de plus en plus dense et bruyante. Un remous s'est formé en son centre autour d'un homme vêtu d'une chemise à manches courtes qui tentait de se frayer un chemin pour traverser de l'autre côté vers la banque JP Morgan. C'était Charles E. Mitchell, le président de la National City Bank. Il a réussi à entrer dans les bureaux de la JP Morgan et nous avons appris un peu plus tard ce qu'il était venu faire. Charles Mitchell avait été convoqué à une réunion au bureau de la JP Morgan. 4 autres grands banquiers prenaient place autour de la table.
dont Richard Whitney, le vice-président de la Bourse de New York. Ces hommes d'affaires comptaient parmi les plus riches d'Amérique, administrant à eux seuls près de 6 milliards d'actifs. Thomas Lamont présidait la réunion. Mon grand-père a convoqué une réunion à son bureau du 23 Wall Street qui réunissait certains des banquiers les plus éminents de la ville pour voir ce qu'ils pouvaient faire pour soutenir le marché qui dégringolait. Ils se sont entendus sur un plan qui était de réunir une cagnotte de 250 millions de dollars. Et ces fonds devaient être utilisés pour soutenir certains titres bien ciblés. Sur l'heure du midi, Richard Whitney retraverse sur la rue pour retourner sur le parquet de la bourse. Avec cette énorme injection de liquidités bancaires, il espère remettre le marché sur ses rails. Whitney voulait être vu. Il s'est rendu ostensiblement à un pupitre où se transigeait la US Steel et a acheté 25 000 actions à un prix beaucoup plus élevé que le prix où elles se vendaient. Puis il a refait le même manège pour acheter d'autres valeurs de premier ordre dans le but de restaurer la confiance du public. Et d'autres titans de la finance de l'époque, dont John D. Rockefeller, ont fait des transactions semblables dans l'espoir de faire tourner le vent. Et ça a marché. La réputation de Whitney et de la JP Morgan était telle que la bourse s'est remise à grimper. À ce moment, la nouvelle de la réunion s'était ébruitée et les journalistes se ruaient à la recherche d'informations. La bourse a connu une légère poussée à la baisse et nous nous sommes réunis pour analyser la situation. Nous n'avons trouvé aucune compagnie en difficulté et les marges se maintiennent de manière satisfaisante. Mon grand-père, comme bien d'autres, croyait que le pire était passé. Ils avaient tous terriblement tort. Durant le week-end, l'intervention des banquiers semble donner des résultats. Les transactions en bourse sont peu nombreuses et se déroulent sans incident. Le président Hoover essaiera lui aussi de calmer les esprits en répétant cette litanie qu'on entendra souvent par la suite à chaque soubresaut de la bourse. L'économie du pays, c'est-à-dire la production et la distribution de biens, repose sur des bases solides et prospères. Mais dans les bureaux du quartier des affaires, la situation est chaotique. On oublie souvent à quel point la technologie était primitive. Tellement d'actions avaient été transigées le 24 octobre que ce n'est que 4 heures après la fermeture de la bourse que les téléimprimeurs ont pu transmettre toute l'information. Le lundi, comme les téléimprimeurs commencent à manquer de ruban, les investisseurs paniqués qui veulent désespérément connaître les dernières cotes vont saturer les lignes téléphoniques entre New York et les principales villes du pays. Plusieurs spéculateurs réalisent alors pour la première fois que la facilité de crédit et l'achat sur marge comportent aussi des risques. Maintenant que le marché s'écroulait, les courtiers qui vous avaient avancé l'argent étaient très inquiets et voulaient être remboursés. Alors les gens recevaient des appels leur demandant de renflouer leurs marges. Votre compte est à découvert de 600 $. Si cette somme n'est pas reçue avant 13 heures mardi, toutes les actions inscrites à votre compte seront vendues sans autre avis. C'était difficile parce que certains n'avaient pas cet argent, ou peut-être qu'ils avaient besoin de temps, mais les courtiers étaient très nerveux et ne pouvaient pas attendre. Et le lundi, le marché a commencé à baisser encore plus lourdement que le jeudi précédent. En fait, cette journée allait se révéler l'une des pires de l'histoire de la bourse américaine. Le mardi matin, quelques-unes des plus grandes marques commerciales américaines voient leurs titres plonger. La US Steel, Radio, General Motors, des valeurs symboles des années fastes. Le mardi, les ordres de vente arrivaient par gigantesques vagues, sans discontinuer. À ce moment-là, le mouvement de vente était si implacable et si fort qu'il n'y a pas eu de réunion du midi chez JP Morgan. Le volume des ventes était tel que même les banquiers ne pouvaient rien faire pour endiguer le flot. À la clôture du mardi soir, tous les titres américains valaient 22% de moins que lors de l'ouverture du lundi matin.
En 36 heures, l'ensemble de l'industrie américaine avait perdu 22% de sa valeur. Hoover était président et lui, Andrew Mellon, son secrétaire au Trésor, était très à droite et pensait que ce n'était pas le travail du gouvernement de s'impliquer là-dedans. Ils croyaient au capitalisme pur et dur. Et ils n'ont pratiquement rien fait pour atténuer le crash. Pour eux, la bourse allait se redresser d'elle-même. La dégringolade a été si brutale que plein de gens ont été ruinés. C'était très pénible. Presque tout le monde a perdu de l'argent, exactement comme aujourd'hui. On estime qu'à la fin de ces 5 jours de transactions, 25 milliards de dollars de richesse commune avaient tout simplement disparu. La bourse continue de s'enfoncer sans fin. J'ai donné l'ordre de tout vendre. Si j'ai de la chance, j'espère me retrouver avec 500 $. Un très modeste dénouement pour des profits sur papier qui s'élevaient à près de 100 000 $ il y a 4 mois à peine. En 1929, Groucho Marx a joué et a perdu. Ce spéculateur agressif y a englouti tous ses cachets. Le sort d'Alice Austin, la photographe de Staten Island, est un autre exemple classique de ces gens qui se sont laissés piéger par la bourse sans en évaluer les risques. Elle a tout perdu. En 1929-1930, son compte est complètement à sec. C'est un choc pour Alice Austin. Je pense qu'elle n'arrivait pas à y croire. Comme bien des gens, elle se disait que c'était impossible et pensait que la bourse allait se redresser, qu'elle n'avait qu'à attendre encore un peu. Et elle a continué à vivre comme si elle était riche. Elle a aussi hypothéqué sa maison, mais pas pour payer ses factures, pour se payer un voyage luxueux en Europe. Mon père a tout perdu. Mais il avait 22 ans, alors il a pris ça avec un brin de philosophie. Lorsque vous avez 22 ans, ce n'est pas si dramatique. Les gens qui l'entouraient, des gens établis de 50 ou 60 ans, qui avaient perdu toutes leurs économies, ceux-là étaient complètement affolés. Plusieurs ne s'en remettront pas. Bien qu'on ait exagéré le nombre de suicides, ça semblait être pour certains la seule avenue. C'est vraiment arrivé. Ce ne sont pas des légendes urbaines. Les gens se suicidaient, des gens qui avaient travaillé durant 30 ou 40 ans sur Wall Street et qui avaient amassé des fortunes ont tout perdu en l'espace de quelques jours. Dans la foulée, les gens étaient licenciés et ces mises à pied ont fait chuter la consommation. Le traumatisme a été si intense que dans la mémoire des Américains, c'est l'événement le plus tragique de leur histoire, tout juste après la guerre civile. Les conséquences de ce crash catastrophique vont se répercuter partout en Amérique. Même ceux qui n'avaient jamais détenu d'actions, qui n'avaient jamais profité des années fastes de la bourse, deviennent eux aussi des victimes. Le crash a miné la confiance des Américains dans leur système bancaire, un système fragile constitué de milliers de petites banques locales qui n'avaient pas la taille ou la réputation nécessaire pour convaincre leurs clients que leur argent était en sécurité chez eux. À mesure que la confiance dans l'économie s'effrite, un effet domino s'amorce. En 1931, plus de 2000 banques ont déjà fait faillite. Après le crash, les banques fermaient. Je crois que c'est ce qui nous a affectés davantage, nous, les gens ordinaires. Plusieurs avaient un peu d'argent à la banque, quelques centaines de dollars, peut-être 1000. Il n'y avait pas d'infrastructure à l'époque, pas d'assurance dépôt garantie par le gouvernement. Aucune mesure n'était prévue pour appuyer les banques. Si elles faisaient des erreurs, vous, en tant que déposant, vous étiez imputable. Vous vous rendiez à la banque pour sortir votre argent et il avait disparu. Et quand les gens entendaient dire que la banque au coin de la rue n'était pas solide, ils se mettaient à douter de leur propre banque et se précipitaient pour sortir leur argent. Ça devenait un terrible cercle vicieux. En 2 ans, environ 3000 banques ont fermé. Alors tout le système financier est devenu non seulement instable, mais il ne valait plus rien.
Le crash de 1929 n'a pas engendré la Grande Dépression, mais il a amorcé une suite d'événements qui ont culminé avec la Grande Dépression. Tout ceci nous donne une impression de déjà-vu. Les banques prêtaient de l'argent pour investir en bourse, les compagnies et les courtiers aussi. Lorsque les valeurs ont chuté, tout cet argent a carrément disparu. Et très rapidement, le manque de liquidité et les pertes de capital ont placé les compagnies dans une situation critique. Elles ont dû procéder à des mises à pied ou même stopper leur production. En conséquence, toutes sortes de compagnies avaient du mal à se financer pour garder la tête hors de l'eau, même si elles étaient solvables. Elles ne pouvaient pas obtenir de prêts commerciaux à court terme pour payer leurs employés, pour renouveler l'inventaire et rembourser leurs fournisseurs. Alors elles déclaraient faillite. Dans la foulée, les gens étaient licenciés et ces mises à pied ont fait chuter la consommation. C'est ce qui a causé le plus de dommages au tissu social. Le traumatisme a été si intense que dans la mémoire des Américains, c'est l'événement le plus tragique de leur histoire, tout juste après la guerre civile. Le crash a tellement changé nos vies et celles de tous les gens autour de moi. Plusieurs pères de mes amis avaient perdu leur emploi et ne pouvaient plus payer leur loyer. Ils se faisaient mettre à la porte. La pauvreté était partout autour de nous. Les hommes n'avaient plus d'habits. Ils étaient vêtus de guenilles, vraiment. Ils s'enveloppaient les pieds dans du papier journal et se confectionnaient des souliers avec du carton. Et ils erraient dans les rues. Si on allait se promener du côté de Central Park, on voyait dans le grand réservoir qui avait été asséché des huttes en carton où les gens passaient la nuit. Ils appelaient cet endroit Hooverville parce que c'était le nom du président de l'époque. Et bien sûr, on le blâmait pour le crash et l'indigence des gens. C'était vraiment tragique. Paul Warburg, qui avait si justement prédit le crash et la dépression, a réussi à sauver sa banque en sortant du marché juste à temps. Mais pour lui, c'était une piètre consolation. Mon arrière-grand-père ne s'est probablement jamais remis psychologiquement après le crash. Je crois que c'est ce qui a mené mon arrière-grand-père à faire une dépression. Il n'était pas du genre à dire « je vous l'avais dit ». Il trouvait la situation tragique car il savait que cette dépression mondiale aurait pu être évitée ou détournée, ou en tout cas qu'elle aurait pu frapper moins fort. C'est probablement ce qui l'a fait mourir avant son heure. Il est mort durant la dernière année de la présidence de Hoover, alors qu'on ne voyait pas encore la lumière au bout du tunnel. Mais en 1932, après 12 ans au pouvoir, les républicains sont finalement défaits. I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear. Le démocrate Franklin Roosevelt remporte une victoire écrasante et est élu président. Sa première tâche est de restaurer la confiance. La seule chose que nous devons craindre est la crainte elle-même. Perçu comme un sauveur, Roosevelt promet le New Deal, un nouveau contrat social pour le peuple américain et la réglementation du système financier. Nous devons réglementer les banques et les maisons de crédit et d'investissement. Il faut mettre un terme aux spéculations réalisées avec l'argent des autres. Le nouveau président ne tardera pas à agir. Il garantit les dépôts bancaires et présente des lois qui forcent les banques à fonctionner sous une stricte supervision gouvernementale. La commission sénatoriale sur les banques ouvre une enquête sur le crash. Elle durera plus de 3 ans et les 10 000 pages de témoignages qu'elle produit vont ternir la réputation de Wall Street. L'avocat de la commission, l'ambitieux Ferdinand Pécora, sommera les bons de la finance de s'expliquer sur leurs agissements.
Il a appelé les banquiers à témoigner et qu'est-ce qu'il apprend? Que Charlie Mitchell de la National City a vendu des actions à sa femme pour éviter de payer des impôts. Et que Richard Whitney, celui qui a effrontément acheté des actions lors du Mardi Noir, a perdu tout son argent et a commencé à en emprunter à son frère. Et que lorsque ça n'a pas marché, il a commencé à voler ses clients. Il a d'ailleurs fini en prison. La réputation de la JP Morgan, la banque la plus réputée d'Amérique, sort entachée, elle aussi. La commission révélera l'existence d'une liste d'amis et de clients haut placés à qui on vendait des actions à taux préférentiel et qui incluait un ex-président. Calvin Coolidge, le président, était sur la liste de ceux qui avaient bénéficié d'un traitement de faveur. C'était une pratique décriée par plusieurs. Ferdinand Pécora a trouvé les mots justes en disant « Il s'agit là de révélations choquantes sur les bas standards que pratiquent ces gens haut placés. » On pourrait presque dire la même chose aujourd'hui. En réaction au scandale des transactions douteuses des banquiers, le président Roosevelt crée la Commission des valeurs mobilières américaines et lui donne le mandat de nettoyer Wall Street. À sa tête, Roosevelt nomme quelqu'un qui s'y connaît mieux que quiconque en transactions moralement contestables. Lorsque le président Roosevelt fonde la Commission des valeurs mobilières américaines pour réglementer Wall Street, il choisit son vieil ami et partisan Joe Kennedy comme président de la commission. C'était comme mettre le loup dans la bergerie. Même si Roosevelt réussit à rétablir la confiance dans le système bancaire, la Grande Dépression durera jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Comme aujourd'hui, la globalisation de l'économie fera en sorte que les répercussions du crash et de la dépression seront ressenties à travers le monde. En Grande-Bretagne, la baisse de la production sera telle que des milliers de gens perdront leur emploi. Et l'Allemagne, qui ne s'était toujours pas remise de sa défaite lors de la Première Guerre, sera frappée encore plus durement. Il est clair que le crash et la dépression ont renforcé les mouvements anticapitalistes. Les communistes régnaient déjà sur la Russie et les mouvements fascistes étaient en plein essor. En Italie, Mussolini était déjà au pouvoir. La base politique d'Hitler s'implantait en Allemagne. Alors, quand le capitalisme à l'américaine, basé sur le libre marché, a commencé à pâtir du crash et de la dépression, cela n'a fait que renforcer l'opinion de ceux qui croyaient qu'on pouvait faire mieux. Alors que le communisme et le fascisme prospèrent, plusieurs pays vont établir des barrières pour freiner le libre-échange et vont se replier sur eux-mêmes pour sauver leur économie. Ce nationalisme économique mènera à une guerre commerciale et éventuellement à la guerre mondiale. 80 ans plus tard, ceux qui se souviennent de la bulle des années 20 et du crash qui a suivi ont une impression de déjà-vu. Je crois que nous n'avons rien appris. J'ai remarqué que les gens ont la mémoire bien courte. Ils font encore confiance à l'effet de levier sans considérer les risques. Regardez le consommateur américain moyen. Il croule sous les dettes et il est incapable de soutenir le rythme. La crise hypothécaire du subprime en est un symptôme. Durant les années 80 et 90, la confiance dans le libre marché est revenue et à mesure que l'optimisme renaissait, plusieurs des garde-fous financiers mis en place par Roosevelt semblaient dépassés et ils ont été peu à peu éliminés. Et encore une fois, cette absence de règles sévères a permis à la spéculation débridée de revenir en force. Nous récoltons maintenant les fruits de cette déréglementation et dans ce sens, nous vivons exactement la même situation qu'en 1929, lorsque le gouvernement refusait de voir ce qui se passait dans le monde de la finance. S'il y a une leçon qu'on peut tirer du grand crash de 1929, c'est que l'histoire se répète sans cesse et que l'inconséquence et la cupidité de l'homme sont des forces beaucoup plus puissantes en matière financière que le contrôle et la raison.